Merci à tous de nous rejoindre ce soir. L'occasion m'est donnée encore de pouvoir vous souhaiter tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Et voilà, on démarre ce soir avec un webinaire poussé par la SI Academy que je vous invite à découvrir sur notre site internet, sur le concept de formation que nous avons développé, que nous allons continuer à développer cette année avec différents modules webinaires qui vont aborder différentes thématiques. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Samama et le docteur Danglo qui vont nous parler des traitements maxillaires atrophiques avec les implants zygomatiques. Donc, le docteur Samama va nous faire profiter de son expérience diverses et variées dans ce type de traitement. Et nous aurons la chance aussi d'avoir comme modérateur et expérimenté le docteur Ludovic Danglo, avec qui vous pourrez partager vos différentes questions que vous pouvez adresser. Vous voyez un petit module qui est le module Q et R. Voilà, adressez vos questions tout au long de la conférence. On souhaite, comme d'habitude, faire quelque chose d'assez interactif. Et donc, le docteur Danglo va récoller l'ensemble des questions pour pouvoir interagir avec le docteur Savama afin qu'on puisse assurer une des meilleures compréhensions de la communication. Ludovic, je te laisse la parole et je vous dis à plus tard. Merci. Alors, merci Emmanuel, merci beaucoup. Et bonjour, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir et merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire organisé par Southern Implant. Alors, je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de Southern Implant France. Ils font un travail exceptionnel pour nous permettre de traiter nos patients au mieux avec tous les systèmes plus innovants les uns que les autres que nous propose Southern Implant South Africa. Alors, je suis ravi de partager ce moment avec Michael. C'est pour moi un grand honneur, Michael, d'être ton modérateur ce soir. Je vais maintenant te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu es médecin spécialiste en chirurgie orale. Tu as une activité libérale à Paris et une activité hospitalière dans le prestigieux service de chirurgie maxillofaciale de la Pitié-Salpêtrière. Tu diriges en outre plusieurs diplômes universitaires donc réhabilitation orale implantaire à Paris-Sorbonne Université et le DU de chirurgie reconstructrice pré- et péri-implantaire orale. Tu es aussi l'auteur de nombreux articles parus dans de nombreuses revues scientifiques. Alors, Michael est venu ce soir pour partager ses immenses connaissances dans le traitement des maxillaires atrophiques avec des implants zygomatiques. Ce sujet fait d'ailleurs partie des différentes thérapeutiques rentrant dans le cadre des protocoles de traitement accéléré. Ces traitements accélérés vont permettre à nos patients de pouvoir ressourire, de retrouver confiance en eux, et tout ceci grâce aux implants dentaires. Alors bien souvent, je ne sais pas ce que c'est pour toi, mais moi je le ressens quand je reçois tous ces patients qui viennent nous trouver et qui n'ont plus aucune solution, car les techniques implantaires classiques ont échoué. Bien souvent, c'est là qu'entrent en jeu les traitements avec les implants zygomatiques. Et je dirais même mieux, pour donner une petite note d'humour, c'est que ces implants zygomatiques, c'est un petit peu comme Bienvenue chez les Ch'tis. Vous savez, le film Bienvenue chez les Ch'tis, quand on arrive chez nous dans le Nord, on sait que les gens pleurent parce que le climat n'est pas terrible à ce qu'on croit. Il faudrait que vous veniez tous vérifier parce que ce n'est pas la réalité. Et ils pleurent une deuxième fois quand ils repartent parce qu'ils se sont fait des amis. Eh bien, les implants zygomatiques, c'est pareil. Quand vous recevez vos patients à votre bureau, les patients pleurent parce qu'on leur propose une solution. Une solution, ils avaient perdu l'espoir par rapport à ces solutions. Et ils pleurent une deuxième fois quand on leur montre le traitement réalisé, quand on leur montre la prothèse vissée le soir de la pose des implants zygomatiques. Bien, maintenant, Michael, il est temps pour moi de te laisser la parole. À toi et fais-nous rêver. Merci beaucoup, Ludovic. Merci d'avoir accepté d'être mon modérateur. C'est également un honneur pour moi. Je t'ai découvert cette année, même si je t'avais suivi à travers ton parcours, mais c'est surtout via
l'entrée dans la gamme de Southern. Je voulais remercier Emmanuel Escalante pour me donner cette tribune aujourd'hui pour parler d'une thérapeutique qui me tient à cœur, qui sont les atrophies extrêmes. Et je te rejoins également sur cette idée qu'effectivement, la première fois, enfin, quand les patients viennent nous voir et ils n'ont pas de solution, et quand ils ressortent avec une réhabilitation pérenne. Et souvent, les implants zygomatiques sont décrits comme faisant peur. Je crois que c'est intéressant de le repositionner. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de repositionner, de voir comment on peut appréhender cette technique et les complications également. Donc, merci beaucoup et merci à tous d'être là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le zygomatique avec le quad ou l'hybride zygomatique. J'ai tendance à faire plutôt du quad et on verra pourquoi. Ça va dépendre surtout de l'indication. Alors pour moi, au cours du vieillissement, vous voyez un maxillaire et une mandibule extrêmement atrophiques. Ce sont des vrais patients qui ne sont pas forcément si âgés que ça et qui viennent nous voir parce qu'au fur et à mesure des thérapeutiques, des ablutions dentaires, des soins parodontaux, des alvéolyses, ils vont avoir une résorption osseuse très importante au niveau du maxillaire et de la mandibule. La mandibule était une thématique à part et aujourd'hui on va vraiment se consacrer au maxillaire. L'os va avoir tendance à se diminuer, l'os basal va se superficialiser, voire complètement disparaître au niveau maxillaire, puisque l'os maxillaire est plutôt composé d'os alvéolaire, et bien se superficialiser, l'os de la pommette, l'os qui donne le relief des pommettes. Pourquoi cet os se superficialise et ne se résorbe pas? Eh bien, tout simplement lié aux insertions musculaires qui sont dessus, notamment les insertions du muscle masséter, qui est un des muscles élévateurs les plus puissants que l'on ait au niveau de la face. Et bien, cet os va continuer à être sollicité via la mastication, alors que l'os alvéolaire, lorsqu'on va perdre les dents, eh bien, va avoir tendance à se résorber. Je pars sur une réflexion. Vous savez que pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux implants zygomatiques, il y a deux grandes classifications. La classification la plus connue par tous, c'est Zaga, et on va rentrer un petit peu dans les détails. Et puis celle que j'aime beaucoup, c'est la classification d'Edmond Bedrosian également, qui est une classification qui est plus clinique, on va dire. Je me base, moi, sur la classification de Cawood. Cawood et Howell ont décrit dans les années 80-90 une classification de résorption de l'os alvéolaire et qui se fait horizontalement et verticalement. Alors, on va rentrer dans ces vieilles diaporamas issus de l'article Princeps de Cawood. On va parler du maxillaire. Et Cawood, en fait, finalement, a décrit qu'un Cawood 1, c'est quelqu'un qui a un os alvéolaire. Vous l'avez ici matérialisé en blanc, et en gris, vous avez l'os basal. Lorsqu'on a le support dentaire, eh bien, cet os alvéolaire ne se résorbe pas. En Cawood 2, on va avoir l'extraction, et là, on comprend tout de suite l'indication, l'application clinique que ça peut avoir. C'est-à-dire que quand je vois un Cawood 2 en haut, en secteur antérieur, j'ai tout de suite envie de faire une extraction implantation, pourquoi pas mettre un coaxis pour attraper l'axe, mais naturellement, aujourd'hui, tout le monde semble d'accord pour dire qu'un Cawood 2, en tout cas cette image-là, on a envie de placer un implant. Un Cawood 3, on voit qu'on a une résorption qui est plutôt en épaisseur, et on se pose la question de faire, pourquoi pas, une pose d'implant avec une ROG ou une expansion de crête avec la mise en place d'un implant. Un KO de 4, tout le monde s'accorde à dire que c'est une perte qui est surtout en épaisseur et un petit peu verticale, qui nécessitera une reconstruction osseuse avec des greffons d'apposition, en tout cas une technique additionnelle, donc ça peut être des greffons, ça peut être une ROG pincée, une sausage, peu importe. En Cawood 5-6, on a une résorption tellement importante, vous voyez qu'entre 20 et 10 mm, il ne nous reste plus que 3-4 mm d'épaisseur, et donc se posera la question de est-ce qu'on fait une compensation prothétique pour pouvoir poser nos implants, est-ce qu'on reconstruit le capital osseux, ou finalement on fait des techniques sans greffe, des All and Four, ou s'il y a un minimum de support basal. Et enfin, en Cawood 6, il n'y a plus de support alvéolaire, et on n'est que sur l'os basal. Autant sur la mandibule, la symphyse peut être exploitée, autant au maxillaire, l'os basal, lorsqu'il est réduit à peau de chagrin, l'os alvéolaire, lorsqu'il n'y en a plus, on n'a pas beaucoup d'ancrage, et donc on va aller chercher un ancrage haute part. C'est l'indication pour moi des implants zygomatiques. Alors voilà, on va reprendre la classification de Cawood. Le Cawood 1, 2, 3, 4. Eh bien, le Cawood 2, on a dit, c'est l'extraction-implantation. Le Cawood 3, donc je vous ai dit l'expansion. Le 4, la greffe. Le 5, la reconstruction ou la compensation prothétique. Et le 6, c'est ce dont on va parler ce soir. Voilà un petit schéma qui permet de résumer ce qu'on vient de dire. Le Cawood 2, l'extraction-implantation, qu'elle soit unique ou multiple. Le Cawood 2, 3, l'expansion de crête, voilà une application clinique.
Le caout 4, eh bien, c'est la fameuse greffe d'apposition, qu'elle soit unique ou multiple sur tout le maxillaire ou juste localement. Le caout 3, ben, il va falloir reconstruire à la fois en vertical et en épaisseur. Et si on n'a pas envie d'aller reconstruire parce que c'est trop difficile, eh bien on fera no sinus lift ou nasal lift pour aller chercher un ancrage plus haut et donc faire de la compensation prothétique. Enfin, le CAWOOD 6, où on aura la reconstruction de l'ensemble du volume avec soit un Lefort greffe pour des patients plutôt jeunes, et le CAWOOD 6 sans reconstruction, ce sera plutôt l'ancrage par implant zygomatique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est réellement le CAWOOD 5 et le CAWOOD 6. La question va être, faut-il reconstruire ou faut-il mettre des implants zygomatiques pour ponter, pour éviter des greffes? Alors voilà, un os de vieillard, cette coupe issue du révillard, et eh bien vous avez donc l'os du zygoma qui est cet os qui est très marqué chez les personnes édentées. On va bien voir cet os de la pommette et c'est ici que va se poser l'ancrage de nos implants. La conséquence structurale de la perte osseuse va avoir une superficialisation des sinus maxillaires, une superficialisation à la mandibule du canal alvéolaire, du nerf alvéolaire inférieur, et une augmentation de la dimension verticale d'obtusion. La réflexion va être, est-ce qu'on greffe ou est-ce qu'on fait de la compensation prothétique? Soit on partirait sur une compensation prothétique et pas de reconstruction osseuse, et donc une résorption extrême avec d'apose, soit d'un hybride zygomatique, soit d'un quad zygomatique. Hybride, c'est-à-dire 2 implants dans les canines, et alors vraiment dans les canines et pas ailleurs, c'est important ça, pour la répartition des forces. Pourquoi dans les canines et dans le pilier zygomatique? Parce que finalement, ça ne fait que reproduire l'architecture de la face. Vous savez qu'au niveau de l'étage moyen, on a 2 piliers, on a le pilier canin et le pilier zygomatique. Et nos amis maxillos, quand ils font une ostéotomie de Lefort, ils coupent le pilier canin et le pilier zygomatique. Tout ce qui va être antérieur, derrière, eh bien, on est dans une répartition des forces qui est un peu moins bien. Et on verra en fin de conférence ce que ça peut donner. Ou alors, on va reconstruire les volumes avec soit des ostéotomies guidées, soit des greffes osseuses, en tout cas pour redonner un bridge complet sans fausse gencive, avec des dents les plus naturelles possibles. Mais est-ce que c'est bien adapté à tous les patients? La question va être finalement, faut-il reconstruire ou non en patient? Et la question derrière, c'est quelle est l'expérience que l'on a nous-mêmes en termes de reconstruction? Quel est l'âge du patient? Est-ce qu'il est raisonnable pour un patient de 30 ans de poser des implants zygomatiques? Sincèrement, je ne le pense pas, mais on verra pourquoi. Est-ce qu'il est raisonnable à 80 ans ou 77 ans de réaliser une reconstruction osseuse avec un prélèvement extra-oral ou un double ramus plus double sinus plus pas de port de prothèse? Je ne pense pas là aussi que ce soit raisonnable. Est-ce que le patient peut tolérer une période sans prothèse? Est-ce que le patient a subi un échec de greffe ou d'implant? Et enfin, les antécédents médicaux du patient. Patient qui est cardiopathe, qui a un risque vasculaire, qui prend des médicaments également, qui dépriment l'hémostase, donc qui a un risque hémorragique, est-il vraiment adapté à faire une reconstruction avec de longues périodes de temporisation? Donc finalement, est-ce que c'est une alternative? Est-ce que c'est un plan B? C'est ce qu'on va regarder. Ça a été développé, je passe très rapidement, par le professeur Bradmark dans les années 90. Les premières publications sur datent à peu près des années 90 et 2000. Et puis, finalement, c'est un implant qui ne s'est pas beaucoup développé en France. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que par rapport aux États-Unis ou d'autres pays comme l'Afrique du Sud, on ne fait pas de sédation consciente en France, et puis l'avènement de la chirurgie orale a mis du temps à se faire. Et donc aujourd'hui, maintenant que la spécialité est bien en place, et maintenant que les plateaux techniques d'anesthésie générale également sont plus ouverts également à notre pratique, eh bien cet implant arrive, sur le marché, et il arrive également parce que finalement la première génération d'implants qui a été posée, on est en train de les déposer et ça donne des problématiques extrêmement compliquées pour pouvoir réhabiliter ces patients qui ont déjà eu des greffes, déjà eu des implants et qui ont tout perdu et qui sont finalement pas si vieux que ça. Pour moi, c'est l'implant du chirurgien oral, du maxillofacial ou de l'implantologue ou du chirurgien dentiste qui est une activité importante en reconstruction, en greffe osseuse ou en implant. J'ai mis cette photo de Goku et de Trunk parce que c'est intéressant. Pourquoi? C'est parce que ça permet de fusionner plusieurs techniques. Pour moi, pour passer à l'implant zygomatique, alors au-delà de l'indiqué, on a vu les indications, donc c'est dans les résorptions extrêmes pour des patients
à mon sens, qui ont déjà eu une reconstruction implantaire, qui ont déjà perdu des implants ou qui sont trop âgés pour se lancer dans des reconstructions. Il va falloir maîtriser les protocoles d'avulsion, forcément, puisque on est souvent dans des cas de dépose-repose, d'avulsion totale et pose d'implant zygomatique, savoir gérer les cas d'extraction-implantation immédiate, savoir gérer les thérapeutiques de sinus lift, puisque on verra également que très souvent on décolle la membrane sinusienne pour la refouler et pour être exclusivement extra-sinusien. Et puis souvent, lorsqu'on a des implants à déposer, lorsqu'on a des maxillaires très atrophiés, très résorbés, eh bien, on va avoir également la possibilité de gérer les communications bucco-sinusiennes avec la manipulation, comme vous pouvez le voir en bas, des corps adipeux-jugales qu'on appelle la boule de Bichat. Et une fois qu'on arrive à fusionner toutes ces techniques, on devient le super saiyan et donc je pense qu'on peut à ce moment-là passer aux implants zygomatiques. L'idée n'est pas de dire c'est réservé à une certaine catégorie, c'est faut quand même un bagage technique pour pouvoir aborder sereinement cette chirurgie. Voici un tableau qui m'est bien personnel, qui est ma réflexion lorsque je vois un patient. Quand j'ai un patient qui vient avec une atrophie extrême du maxillaire, donc un KO de 5-6, entre 4, 5 et 6, on va dire, qu'il a plus de 65 ans, et bien finalement, je vais me dire, on va faire peut-être une technique sans greffe pour aller un peu plus vite. Est-ce qu'il y a une exigence de port de prothèse ou pas? Si le patient me dit, docteur, il est impossible que vous mettiez des greffes sans que je puisse porter ma prothèse, alors à ce moment-là, on ira plutôt sur les implants zygomatiques. En revanche, un patient plus jeune, qui n'a pas d'expérience en implantologie, qui n'a jamais eu d'implant, qui a une prothèse à la bonne DV ou qui a une classe 3 squelettique ou qui a une vraie gêne esthétique, on va plutôt le proposer une reconstruction osseuse. Pour rentrer un petit peu dans l'anatomie, donc les implants zygomatiques sont naturellement positionnés entre la canine et la latérale et en deuxième prémolaire et première molaire. Ce sont des implants qui vont passer à distance normalement du cadre orbitaire et également du foramen infraorbitaire. L'idée va être de positionner ces implants tels quels et on décrit souvent une émergence palatine et vous verrez que ce n'est pas forcément retrouvé, tout va dépendre de l'ancrage et du positionnement et de l'expérience également des opérateurs. La classification la plus connue par tout le monde, c'est la classification de Zaga, qui a été proposée par Carlos Aparicio, Zygomatic Anatomy Guided Approach, et qui est une classification finalement anatomique de la position idéale de l'implant. Finalement, bien que le CVCT va nous donner des indications, c'est réellement en paire opératoire qu'on va essayer d'être le plus extra-sinusien possible, donc d'essayer d'être en Zaga 2 ou en Zaga 3. Cependant, ce n'est pas nous qui allons décider de Zaga 2, Zaga 3, Zaga 4, c'est finalement l'anatomie du patient et la qualité osseuse. Est-ce que l'os va résister à l'ancrage, au forage? Et donc finalement, cette classification n'apporte pas grand-chose en termes de clinique, puisque si je dis à un patient vous êtes Zaga 4 ou Zaga 0, vous aurez un implant qui va être plus extra-sinusien ou intra-sinusien. Bon, concrètement, ça nous apporte techniquement pas grand-chose. Voilà un petit peu encore cette classification de Zaga. Zaga, à Carlos Aparicio dit on a souvent des types 1 et des types 2. Bah, tout va dépendre en fait finalement quel profil de patient vous faites. Un patient qui est faiblement résorbé aura une crête verticale qui va être conservée, par exemple un KO 3 ou 4, eh bien effectivement on sera plutôt dans du type 0 ou 1. Un patient qui a une crête énormément résorbée du style KO de 5, des KO de 6, eh bien on sera plutôt dans du type 4. Et moi j'ai plutôt 80% de type 4 et très peu de type 1. Puisque finalement, une fois que la crête est conservée, eh bien, c'est des protocoles classiques de sinus lift ou de Allen-Ford. Je demande toujours un bilan avec une téléradiographie faite à la bonne DV, c'est tout simplement de prendre la prothèse du patient, de lui mettre un cône de gutta dans l'incisive centrale et dans la molaire. Ça nous permet de connaître un petit peu bien le décalage des bases osseuses s'il existe et de faire comprendre au patient que, eh bien, finalement, il y a un décalage qu'on ne pourra pas corriger et qu'il y aura de la fausse gencive qui sera obligatoirement mise en place pour soutenir la lèvre et pour réavoir une classe 1 d'angle. Ça permet également de bien connaître les volumes osseux disponibles au niveau du menton, au niveau du crâne et au niveau des ramus, notamment lors d'une téléradiographie de face. Enfin, pour les zygomatiques, ça permet également de voir le cadre orbitaire et de bien voir
finalement notre pommette. Les contre-indications de cette technique, ce sont les contre-indications à n'importe quelle greffe osseuse et n'importe quelle pose d'implant. Bien sûr, les patients avec des maladies non équilibrées type diabète, bien sûr, les fumeurs, c'est une contre-indication absolue. Quelqu'un qui fume plus de 10 cigarettes par jour, vous l'éradiquez complètement. Ce sont des techniques qui vont entraîner une fibrose. L'os est moins bien vascularisé puisqu'il est très corticalisé. Donc, on ne pose pas d'implant zygomatique chez le fumeur et on ne fait pas de greffe non plus chez le fumeur à plus de 10 cigarettes par jour. Bien sûr, la radiothérapie, bien sûr, les biphosphonates. Voilà. Quelque chose qui est un peu plus rare, qui n'est pas beaucoup rapporté dans les bouquins, c'est tout ce qui va être hypoplasie, les hypoplasies congénitales, type syndrome rare, Franceschetti ou Goldenhar, ou également les patients avec des fentes qui sont souvent avec une hypoplasie de l'étage moyen. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être antécédent d'infection ou de sinusite, il va falloir vraiment avoir un bon bilan ORL et l'accord de l'ORL avant d'y aller, car on va au-devant de problèmes s'il y a une sinusite préexistante. Le taux de survie. Alors, Chantal Malvez en Belgique, on fait une étude rétrospective en 2004. C'était une personne qui en faisait énormément. D'ailleurs, je salue la reprise également de Laurence Évrard en Belgique, du professeur Évrard qui a cette activité également, ont un taux de réussite de 100% avec une survie des 103 implants. La plupart des revues de la littérature disent entre 94 et 100%. La réalité, c'est effectivement, on est plutôt autour de 94% de réussite. La réussite d'un implant zygomatique, finalement, c'est également la réussite du traitement global. Et à titre personnel, eh bien, finalement, j'ai toujours eu, même si j'ai eu quelques pertes, parfois ça peut arriver d'implants zygomatiques, tous les patients ont pu être réopérés et avoir une réhabilitation fonctionnelle. Donc, le taux de survie, 94%, et le taux de réhabilitation, pour l'instant, toujours à 100%. C'est une chirurgie que l'on fait en ambulatoire. Certains la font sous anesthésie locale. Je pense à mon ami Seper Zarine. C'est assez impressionnant de pouvoir faire ça sous anesthésie locale. C'est vrai qu'on est mieux installé sous anesthésie locale parce que le patient, finalement, nous aide à ouvrir la bouche. C'est vrai qu'on est bien installé. On aime bien ce type de chirurgie sous anesthésie locale. Je trouve que pour le confort du patient, l'anesthésie générale est quand même euh, plus adapté, surtout s'il y a des complications opératoires. Donc, c'est une intervention que j'effectue pour ma part exclusivement en ambulatoire sous anesthésie générale. Le patient rentre le matin à 8 heures, à midi en général, l'intervention dure 2 heures, à midi il est en chambre et à 13 heures il part chez le correspondant pour faire la prothèse. Voici un premier cas d'une patiente qui a une atrophie extrême. On voit bien le KOUT6. Pourquoi? Parce qu'on a une résorption complète du maxillaire. Cette patiente avait déjà eu des greffes, déjà eu des appositions, déjà eu des sinus lifts, et elle était déjà à sa deuxième génération d'implants. Et on voit que le sinus maxillaire est au niveau des fosses nasales, avec une ptose de la lèvre, une absence de soutien au niveau du nez. Donc là, on voit qu'on a une sinusite également liée à un corps étranger. Donc on va d'abord traiter la sinusite par une néatotomie ou un traitement médical. Et chez cette dame de 74 ans, eh bien, j'ai proposé plutôt une réhabilitation par implant zygomatique. Alors, l'idée ici est de mettre 2 implants zygomatiques et que vous voyez que la résorption est assez importante. Et plus la résorption verticale va être importante, plus l'implant va être angulé vers le bas et va être à distance du cadre orbitaire. En revanche, plus la résorption est faible et plus l'implant va être proche du cadre orbitaire. Donc c'est pour ça que l'indication du KOUT6 est finalement très peu à risque sur le plan ophtalmique. Alors voilà comment ça va se passer. On va d'abord ouvrir généreusement et on va vraiment exposer tout le cadre orbite, tout le cadre au niveau du corps du zygoma et de l'arcade zygomatique pour vraiment aller vérifier lors de notre forage où est-ce que se trouve notre point d'impact. Donc on va passer un premier forêt, comme vous voyez ici sur l'illustration, et on va vérifier le point de sortie. Ensuite, on va passer le forêt à côté. J'ai tendance à forer les 2 côtés en même temps pour pouvoir, enfin en tout cas les 2 implants du même côté en même temps pour pouvoir vérifier la position. Chez le système Southern, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des forêts, on a une forêt pointeur ou une fraise boule, et puis ensuite on passe un seul forêt, on peut directement mettre l'implant, on verra un peu plus la technique. Ici, c'est une autre pose d'implant. On va mesurer ensuite l'enfouissement de notre implant et donc déterminer
finalement la longueur de notre implant grâce à ces petites barres noires qui est sur la jauge de mesure et qui vont nous permettre de dire, ben voilà, je veux un implant de 30, de 35, de 40, de 45. Donc, finalement, en fonction de l'angulation, eh bien, on va pouvoir décider de la pose d'implant. Ça veut dire également qu'au bloc opératoire, on ne peut pas avoir de façon prédictible la taille exacte de l'implant. Alors, ça va varier de quelques millimètres, mais on est obligé d'avoir un jeu d'implants assez important. On ne peut pas faire ça uniquement avec 4 implants. Ici, vous voyez que les implants sont positionnés dans le zygoma et dans l'arcade zygomatique parce qu'on a une résorption qui est très importante. Ce que vous voyez entre les deux implants, c'est une communication bucco-sinusienne qu'il va falloir gérer avec la mise en place du corps adipeux jugal entre les deux implants. Voilà comment ça sort. Donc ça, c'est des implants rugueux spiralés d'un autre système. Et voilà, lors de la fermeture, ce cas, on avait traité avec mon ami le docteur Pierre Fabregat, qui est à Montpellier, que je salue. C'est lui qui avait réalisé également la prothèse. Et je remercie également le docteur Almont, puisque c'était mon premier cas, celui-là, qui a déjà 6 ans. Et voilà la réalisation de la prothèse finale. Un deuxième cas qu'on avait également réalisé avec Pierre, d'une femme de 72 ans qui ne voulait pas de reconstruction, qui avait un KO de 4, qui ne voulait pas de greffe osseuse et qui ne pouvait pas attendre. On a 2 sinus qui sont ballonisés avec une résorption sinusienne, mais qui est de faible étendue. On a des zygomas qui sont légèrement hypoplasiques sur cette coupe axiale. Donc l'idée est de faire des poses d'implants zygomatiques avec un profil d'émergence qui va être plus palatin puisqu'on va traverser la crête là. L'idée est de venir exclure la membrane sinusienne pour pouvoir positionner nos implants le plus confortablement possible. Donc on va inciser la crête, on va laisser la tubérosité en place pour pouvoir repositionner la prothèse amovible plus facilement pour pouvoir faire la prothèse. En effet, c'est la seule contre-dépouille muqueuse qui va permettre de bien repositionner la prothèse. Donc moi, je vous conseille de faire des incisions juste en amont, en médial de cette tubérosité, de ne pas y toucher. On va exposer le zygoma à droite comme à gauche et puis on va venir forer et mettre cette jauge de mesure pour pouvoir aller regarder où est-ce qu'on sort. On va poser le premier implant qui est en avant du pilier zygomatique, donc vers le pilier canin, et le deuxième implant qui est en arrière du pilier zygomatique et qui va rentrer dans l'arcade. On fait à droite comme à gauche. Avec un tournevis qui est mis dans le porte-implant, on va pouvoir contrôler l'axe de mise en place. Et voilà nos implants qui traversent le sinus. On a soulevé la membrane sinusienne à droite et à gauche, plus pour contrôler également le bon positionnement de notre implant. On met 4 piliers multi-unites et on referme la gencive. Voici la radiographie de contrôle. Ensuite, à l'aide de la prothèse amovible complète, on va mettre les piliers provisoires, dégager l'intrado de la prothèse pour pouvoir la piéger avec les piliers provisoires avec de la résine. Et puis ensuite, Pierre nous avait fait un magnifique bridge provisoire. Vous voyez ici qu'on a des implants qui sortent dans le palais avec une infrastructure un peu de prothèse qui est comme ça. Voilà le bridge provisoire qui avait été réalisé, la mise en place du bridge provisoire et la réhabilitation définitive à 3 mois. Voici le profil d'émergence des implants. Tout ce qui est en amont, en fait, marque la résorption de ce maxillaire. Donc cette fausse gencive marque la différence entre le décalage osseux entre son maxillaire et la base. Le avant-après, le panoramique de contrôle à 2 ans, et puis le CBCT où on voit que les sinus, les méas moyens sont parfaitement perméables. Alors le zygomatique, c'est surtout un outil formidable, comme l'a dit Ludovic, pour finalement les cas d'échec, l'échec de Hollenford, d'échec de réhabilitation. Ici, un cas qu'on avait réalisé avec Gilles Chemouni, patiente qui avait un échec de Hollenford. On avait déposé les implants, une perte osseuse très importante à la dépose, et on avait décidé de mettre des implants zygomatiques immédiatement. Vous voyez la perte osseuse qui est très importante. On a un ancrage qui est uniquement zygomatique secteur 2. On n'a pas d'ancrage sur la crête alvéolaire. On est en Zaga 4 secteur 2 et en Zaga 3 et 1 secteur 1. En opératoire, j'avais eu une difficulté avec une marque différente de Southern. J'avais cassé le porte-implant dans l'implant zygomatique qui avait très bien pris. Donc c'est pour ça que vous voyez cette superposition. Donc j'ai dû changer le positionnement et bien sûr déposer l'implant. Comme on dépose l'implant, on va devoir le sectionner à plusieurs niveaux pour pouvoir réussir à le sortir. Et le petit bout d'apex avait été laissé en place sans complication pour cette patiente. Est-ce que, Oui. Michael, est-ce que je peux me permettre de t'interrompre? Oui.
J'ai une question justement sur ce dernier cas où l'apex de l'implant a cassé dans le zygoma. Alors en fait, c'est le Euh, porte-implant qui a cassé dans l'implant zygomatique et impossible d'enlever la vis à ce moment-là. Donc, d'accord. donc je n'avais plus de préhension pour pouvoir remettre le tournevis et il fallait prendre une décision. Donc j'ai sectionné la première partie, j'ai sectionné la partie intrasinusien, ce qui m'a permis de dégager les trois quarts d'implant. Et puis ensuite, eh ben, la partie dont je ne pouvais pas avoir accès, qui était ancrée, est restée en place et restera là ad vitam aeternam. Mais alors, donc tout ceci s'est passé en péropératoire. Oui, 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 en D'accord. opératoire. Le jour où tu as posé l'implant. À la minute même. D'accord. J'ai tendance, surtout là, c'était des implants Nobel à sous-forer. L'implant Nobel est beaucoup plus large que l'implant de chez Southern, hein, avec un Oui. diamètre de 4, alors qu'on est sur du 3-4 chez Southern. Et ça a mis beaucoup de contraintes. Donc, c'est le porte-implant qui a cassé. Probablement également, parce que je le mets à la main. Moi, je ne sais pas si toi, tu les mets à la main ou au contre-angle. À la main. Voilà. Et probablement par velléité, j'ai dû changer d'axe et abîmer le porte-implant. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Et là, j'étais bien content d'avoir fait ça sous anesthésie générale aussi. Je me doute. Oui. C'est vrai qu'on a énormément de force avec ces tournevis en forme de poire. Et on ne sait pas trop, en fait, à quel torque on insère l'implant. Voilà, c'est Jusqu'à sûr ce qu'on n'est pas à 20 moment-là. newtons, ça c'est Non. certain. Donc, à un moment, il faut savoir également aussi dévisser, revisser. Oui. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'irrigation. Donc, voilà, il faut vraiment. Je pense que c'est une courbe de croissance, d'apprentissage où tu sens un petit peu la résistance que tu peux avoir, jusqu'où tu peux aller. Dans quelle mesure tu penses que en insérant l'implant avec ses poires, avec ses torques assez élevés, on peut chauffer l'intérieur du corps Il du faut savoir zygomatique? qu'en fait, la nécrose osseuse, elle est à 47 degrés. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'un stress osseux très important, notamment une compression trop importante, entraîne une ischémie qui n'entraînera pas forcément de perte d'ancrage, mais pour entraîner une petite ostéite. J'en ai fait également les frais d'un patient qui avait finalement fait une petite inflammation sur le zygoma et ça fait partie des 4 implants que j'ai perdus, que j'ai dû déposer l'implant zygomatique parce que j'avais une ischémie liée à une compression trop importante. Donc il faut sous-forer si on veut, mais c'est quand même un os qui est très corticalisé, peu vascularisé. Certes, on a un ancrage qui est très mécanique et l'irrigation n'est pas si simple que ça. Donc il faut y aller mollo quand même. C'est ce que je D'accord. pense. Je te laisse continuer. Merci. Donc la prothèse avait été réalisée pour la provisoire par Iris Haddad, que je salue, et la prothèse définitive par le docteur Chemouni. Qui est l'une des complications les plus fréquentes dans la pose d'un implant zygomatique. On verra tout à l'heure les complications. C'est la fracture de la prothèse provisoire. Forcément, c'est une prothèse complète qui va être trouée puis mise en place de la résine. Bon, c'est pas mal d'avoir 2 jeux de prothèses quand c'est comme ça, ou sinon de faire une vraie prothèse armée en titane. C'est ce que je fais maintenant. Voilà la patiente à la fin de la réhabilitation. Le avant, le après. D'autres cas un petit peu historiques comme ça, de bridge dents implants qui arrivent en bout de course, avec voilà le résultat de ces implants avec une mise en charge immédiate. Alors, on rentre maintenant un petit peu plus dans la gamme Southern que j'apprécie parce que c'est la seule marque, entre guillemets, qui propose un panel d'implants zygomatiques différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des implants rugueux sur toute la surface, des implants qui vont être hybrides, semi-rugueux, semi-lisses, des implants complètement lisses et des implants de rattrapage avec des diamètres plus larges. C'est à mon sens déjà une grande avancée parce que quand vous avez un implant de 3-4 qui ne prend pas, vous êtes très content d'avoir un implant de rattrapage de 4, alors que la plupart des autres systèmes n'ont pas d'implant de rattrapage. Donc ça, c'est quand même une vraie nouveauté. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la société Southern. Aujourd'hui, je fais une conférence pour eux. Mais j'ai choisi ce système alors que je pose également d'autres systèmes, notamment celui de chez Nobel, par vraiment pour sécuriser mon patient et par confort, parce que je trouve que c'est un implant qui est très réfléchi, qui est très médical dans son approche, comme beaucoup d'implants de chez Southern. C'est-à-dire que vous allez voir que l'implant bien qui est au milieu, là, qui est lisse, lorsqu'il rentre dans le sinus, bien, naturellement, on se dit qu'on préfère avoir un implant complètement lisse dans le sinus que
Un implant qui est multi-spiralé, rugueux, qui peut accrocher toutes les petites bactéries qui passent par là ou les tissus mous. Ou alors, encore une fois, cet implant, lorsqu'il va être dans les tissus mous, et vous verrez un cas tout à l'heure de reprise chirurgicale, eh bien, on est très content d'avoir un implant qui est complètement lisse. Donc, c'est pour tous ces systèmes-là que j'ai choisi plutôt de travailler, en tout cas dans mon activité libérale, avec le système Southern. Donc, des implants qui ont un diamètre de 3-4 au niveau de l'apex, 4-3 au niveau du corps, notamment pour le Zigan et le Zigex, et 2-8 à l'apex, donc vraiment un implant qui est très peu travaillé, qui est très très petit finalement. Alors on va commencer par cet implant qui a une tête qui est également angulée à 55 degrés. Il se présente comme tous les implants zygomatiques avec un porte-implant. Et donc ce que j'aime bien dans le Zigan, eh bien, c'est cet avantage d'avoir un corps lisse, notamment en transsinusien. Donc l'apex, encore une fois, est à 2,8, hein, comme je vous le rappelle, et sinon le corps d'un plan à 3,4. Là aussi où c'est pas mal, c'est qu'on va avoir des tailles un peu plus longues que ce qu'on peut avoir chez d'autres fabricants, notamment jusqu'à du 60 mm, et un peu plus petit également pour les implants type oncologie. On verra les applications à 27,5 mm. Voilà, cette image caractérise parfaitement ce que je viens de vous dire, l'aspect un peu médical de tout ça. D'un côté, vous avez bien un ancrage qui nécessite un implant qui est spiralé et rugueux, et on l'a. Et de l'autre côté, on a un implant qui est lisse. Et donc, quand on commence sur les implants zygomatiques, lorsqu'on commence sur une nouvelle technique, on est très rassuré d'avoir un implant qui, lorsqu'il va rentrer dans un sinus, on se dit naturellement, je pense que j'aurai moins de problèmes avec celui-là si jamais je fais une infection type sinusite. Et puis ensuite, on a le col de l'implant qui est travaillant comme tous les implants. Cette angulation à 55 degrés matérialisée par le trait bleu permet de rejoindre plus facilement le couloir prothétique et d'avoir finalement moins cette émergence palatine et plus une émergence occlusale. Enfin, c'est du système de grade 4, donc c'est une haute résistance pour maintenir les résistances à la mise en charge. Alors voici un premier cas, un patient faiblement résorbé qui a une atrophie sous-sinusienne bilatérale, qui n'a pas de bosse canine, donc ça va être difficile de pouvoir s'ancrer. Ce patient a 77 ans. Il souhaite donc une réhabilitation. Donc on va décider d'enlever les dents. Et puis vous voyez ici qu'on va exposer le maxillaire. On a un os qui est assez fin en secteur antérieur. L'extraction implantation aurait pu être là clairement indiquée, notamment dans le secteur antérieur. J'ai privilégié un quad zygoma pour sincèrement avoir plus de tranquillité pour moi, avoir un meilleur ancrage. J'ai plus confiance dans cette technique. Lorsque vraiment j'ai pas beaucoup d'ancrage sur mes implants, je n'aime pas trop réaliser un hybride zygomatique parce que je me dis que si jamais il faut y retourner, c'est une nouvelle anesthésie générale, c'est une nouvelle difficulté. On voit ici également la présence de l'artère alvéolo-ventrale qui est très marquée chez ce patient. Et voilà le positionnement donc, de ces implants. Donc une fois qu'on a bien exposé, vous voyez, on n'a pas incisé très palatin. Il faut inciser légèrement déporté en palatin. On va commencer par forer au niveau canin. Et du fait de la vestibuloversion, donc on ne pouvait pas faire de vrai ancrage pour une extraction-implantation. Donc là, on a vraiment traversé la crête. Vous voyez que cette jauge de paralyse, eh bien, on la voit visuellement sortir au niveau du corps. Et donc, ça nous rassure. On sait exactement où est-ce qu'on est. On n'est pas à l'aveugle. Ce n'est pas du tout une chirurgie à l'aveugle. On va regarder de A à Z ce qu'on fait. On va positionner le premier implant et puis on va aller chercher le deuxième implant. Et là aussi, vous regardez, on a bien sur cette image eh bien, l'apex de notre jauge de parallélisme qui va à la fois nous donner la longueur de l'implant, mais également l'émergence à distance. Donc on va pouvoir positionner un deuxième implant. Vous voyez que cet implant il est complètement lisse, donc tous les tissus mous, le corps adipeux jugal, la boule de Bichat, les muscles vont pouvoir glisser le long de cet implant sans avoir d'accroche rugueuse comme on peut l'avoir chez d'autres systèmes. Ici, j'ai choisi un Zigan pour essayer d'avoir encore un petit accroche au niveau alvéolaire. Et ici, pareil. Voilà comment on s'en sort. On est finalement très cristal. À regret, j'aurais peut-être aimé enfouir un petit peu plus cet implant et le sortir un petit peu plus au niveau canin. On verra donc que ça aura une petite répercussion avec un petit peu de fausse gencive au niveau palette. Donc voilà cette image des 4 poutres faciales. On a rétabli le pilier canin et le pilier zygomatique. Vous voyez que nos implants sont très positionnés,
latérale canine, mais rarement en centrale. Je pense qu'il faut éviter cette zone. Voilà notre profil d'émergence. Voilà notre fameuse stélite renforcée en métal. C'est Jean Bertrand, ici un de mes correspondants, qui avait réalisé la prothèse immédiate. Et c'est bien parce qu'il n'est pas très loin de la clinique. Et le patient, fin d'après-midi, il a eu une petite heure et demie, 2 heures de mise en charge. Et voilà la réhabilitation finale avec le panoramique. Vous voyez ici, c'est un plan qui sort bien en regard de la molaire. Donc, on n'a pas de 5,5, on a vraiment une 6. Et puis là, on est plutôt au niveau canin pour le premier implant antral. Voilà la vue du bridge définitif. Et donc, vous voyez ici, eh bien, vous avez bien en secteur molaire des deux côtés, pas de fausse gencive. Et là, peut-être à regret, j'aurais peut-être dû enfouir un petit peu plus pour me retrouver plus là. Donc, finalement, on a un palais qui est assez dégagé. Bien sûr, on a de la compensation prothétique liée à la fausse gencive, liée à l'atrophie osseuse qui a été réalisée. Un deuxième cas d'une atrophie chez un patient qui... Michael? Oui, Oui, je te coupe encore une fois. J'ai une question de Simon Torgman qui nous demande si on peut imaginer de poser d'emblée des implants de 4 mm plutôt que de poser des 3-4. Je pense qu'il veut parler d'implants un petit peu plus larges, de type peut-être Nobel. bonsoir Simon déjà. Et moi, ce que je pense, c'est toujours d'avoir une deuxième balle. Oui, on pourrait mettre effectivement des implants de 4. N'oublions pas que le zygoma fait à peu près 14 à 22 mm. Donc, quand on met deux implants de 4, ça ne nous laisse plus beaucoup de marge de manœuvre si jamais on a un mauvais ancrage, un mauvais axe ou une faible stabilité. Donc, sincèrement, je n'utilise jamais les 4 mm. Je les utilise qu'en rattrapage. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Ludovic, mais... Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est tellement, on va dire, facile et sécure de pouvoir disposer d'un plan étroit. Alors, on ne peut pas les faire plus étroits, je pense, parce qu'après, il y aura un problème de résistance du titane, même si Saucer d'implant utilise des titanes d'excellente qualité. D'ailleurs, ils ont des mines de titane en Afrique du Sud. Je pense qu'il faut essayer de diminuer au maximum la taille et surtout le diamètre de ces implants. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je continue. Vas-y. Alors voilà un deuxième cas d'un patient avec une résorption intermédiaire qui souhaitait une réhabilitation maxillaire et mandibulaire. Donc là, bien, vous voyez qu'on a vraiment une petite lame de couteau en secteur antérieur. Ça aurait nécessité des greffes d'apposition, un double sinus lift. Le patient a 82 ans, également une lésion prostatique. Donc voilà, il voulait vraiment faire le plus rapide pour être réhabilité. Donc on a fait un Holland 6 mandibulaire et un quad zygomatique en haut. Le quad zygomatique, donc moi j'utilise des curettes de chez Depler pour le sinus. On fait une fenêtre sinusienne pour décoller la membrane sinusienne, à la fois pour repérer surtout notre émergence, pour pouvoir contrôler lors de notre forage. Donc une fois qu'on a fait cette fenêtre sinusienne, eh bien, même topo que tout à l'heure, on va passer notre jauge, on va mesurer jusqu'au bout du zygoma, et puis on va positionner, vous voyez, cet implant qui est rugueux, qui est spiralé, pardon, euh, au niveau canin, qui est donc sur son ancrage alvéolaire, complètement lisse dans les tissus mous et en sinusien, et ensuite qui redevient spiralé travaillant au niveau de l'apex. On va contrôler l'axe de parallélisme également avec la mise en place donc, du tournevis dans le porte-implant pour vérifier l'axe prothétique. Et puis ensuite, on va poser tous nos implants. Donc ici, on a bien des implants, donc ici encore une fois des Zigan, qui sont extra-sinusiens pour les deux antérieurs, donc les canins, et intra-sinusiens pour les deux autres. Donc on est sur du Zaga 2 pour se remettre un petit peu dans la classification Ludovic, je sais que tu aimes bien toi, et du Zaga 0 pour les plus distaux. Voilà, ensuite on va mettre en place donc, nos piliers multi-unites. Les piliers multi-unites vont permettre de travailler uniquement sur la partie prothétique et isoler l'implant. On va les torquer, on les torque à 30, à 35, 35 selon les recommandations constructeurs. Ça permet bien également de vérifier qu'on a une bonne stabilité primaire, même si encore une fois, ces implants, on sait tout de suite si ça a pris ou pas, puisqu'ils ont une excellente stabilité primaire. On les met encore une fois avec un tournevis en forme de poire qui est assez épais. Le parti mandibulaire avec le Holland 6, bon, peu importe. Et voici, encore une fois,
le panoramique de contrôle. On voit bien, bien que les implants canins, ben, pour aller jusqu'au zygoma, c'est plus long. Donc, c'est souvent des implants qui sont plus longs que les implants postérieurs. On essaie d'être le plus parallèle possible, non pas pour l'image, même si c'est joli d'avoir des ailes d'ange, mais également pour avoir un profil d'émergence, encore une fois, qui va être en molaire. Vous voyez la différence entre un Holland 6 ou un Holland 4 conventionnel, par exemple mandibulaire, on va sortir en deuxième prémolaire, là on sort vraiment en secteur molaire. Ouais, croquer. Voilà Encore. le post-opératoire dans l'après-midi avec une double mise en charge par Jean Bertrand que je salue parce que vraiment il a une vraie main pour pouvoir faire cette double mise en charge lui-même sans avoir besoin de passer par les étapes de laboratoire. Alors, on va passer sur un autre champ, là, c'est les zygomatiques au service de la PMF. C'est une belle photo là, que je partage avec mon ami le docteur Benjamin Pomès, qui est directeur du DU de réhabilitation orale implantaire de partie prothétique. Et je salue également le docteur Gelé Timothée et Alice Guyon, qui sont des vrais partenaires au quotidien, d'excellents chirurgiens également. Voilà, cette photo caractérise bien comment changer la vie de nos patients. Un patient qui a une balle obturatrice, qui a 82 ans, qui souhaite de passer sur quelque chose de fixe. Et là, les zygomatiques permettent de passer une étape exceptionnelle. Je vous montrerai un autre cas. Donc ça, c'est un cas d'une patiente excessivement jeune que j'aime beaucoup, qui a eu un sarcome dans l'enfance, qui a eu ensuite des déboires sur des reconstructions qui n'ont pas pu aboutir au niveau du maxillaire, qui a un effondrement de l'étage moyen, qu'on a pris en charge donc, sur le site de la Salpêtrière. C'est une jeune fille coquette qui a eu une reconstruction de sa communication bucco-nasale par un lambeau antébrachial, un lambeau chinois. Vous voyez sur ce scanner, eh bien, on a une atrophie extrême du maxillaire puisqu'il n'y a pas de maxillaire. Donc, ce qu'on voit ici maintenant, eh bien, c'est finalement qu'on n'a pas de maxillaire et qu'on a vraiment ces deux zygomas qui se présentent à nous. Il y a eu un double échec de lambeau libre de fibula, qui est la technique classique. Et donc, après insistance de sa part, j'ai fini par céder parce que je la trouvais beaucoup trop jeune pour les zygomatiques, pour réaliser une pose d'implant zygomatique avec une mise en charge immédiate qu'on avait fait avec le docteur Pomès et François Jussiot. Voilà, un zygoma qui n'est pas très large également. Et donc, on est parti sur la première réhabilitation. Vous voyez qu'on est vraiment au niveau des fosses nasales, au niveau du nez. C'est un cas extrêmement difficile. On est au-delà du KO de 6, hein, on est peut-être dans un KO de 7 là. Hein. Alors voilà comment ça va se décrire. J'avais décidé de travailler avec un implant Zygex. Pourquoi le Zygex? Parce que vous voyez, par rapport au Zygane de tout à l'heure, il n'a pas de spire. Donc, vu que je n'ai pas de support alvéolaire, je n'ai pas besoin d'avoir une accroche. Et bien sûr, comme il y a des sinus qui sont à côté, eh bien, j'ai besoin d'avoir un implant dans lequel la muqueuse va pouvoir glisser le long de cet implant et sans avoir d'accroche. C'est vraiment pour moi l'implant post-maxillectomie qui est fantastique. Alors, voici comment ça va se passer. Ce que vous voyez au milieu, là, bah, c'est le lambeau antébrachial, hein, c'est le lambeau chinois qui permettait de fermer la communication bucco-sinusienne. On va ouvrir le zygoma, on va ouvrir ça, et puis voilà l'exposition du maxillaire. On va commencer à forer et mettre ce tuteur qui permet d'avoir bien la bonne orientation finalement de notre zygoma, de notre ancrage. On va procéder à droite comme à gauche, on va contrôler avec la prothèse provisoire, on va mettre en place notre premier implant. Et vraiment, alors je sais que c'est un petit peu dur sur le plan anatomique là, parce qu'on reconnaît très peu de structure, mais on est vraiment que dans le zygoma. Au milieu, c'est le trou, c'est le vide. On va faire la même chose avec le deuxième implant, mettre en place la plateforme donc implantaire à 55 degrés, le pilier multi-unit. On voit bien le corps lisse de l'implant Zygex qui permettra au tissu mou bien de glisser le long de cet implant en cas d'inflammation, et le pilier MUA qui est torqué. À droite comme à gauche, plateforme implantaire, corps lisse de notre implant et les piliers MUA. Vous voyez que les piliers MUA sont assez longs ici pour attraper bien, finalement le porte-à-faux prothétique. Ensuite, le docteur Pomès va mettre en place les piliers provisoires pré-enduits de résine pour pouvoir piéger bien la prothèse au niveau de ces pieds provisoires. Voilà comment ça se passe. On va mettre en place la prothèse. On va bien sûr isoler
en refermant la muqueuse et en mettant une petite digue pour mettre en place la résine. Voilà, encore une fois, les pieds provisoires. On referme le lambeau chinois avec la gencive, avec la muqueuse jugale. Mettre en place une petite digue. Là, vous avez le nez de la patiente. Donc, vous voyez qu'on voit la sonde d'intubation qui passe parce qu'il n'y a pas de support. Elle passe de droite à gauche parce qu'il n'y a pas de support. Et puis ensuite, on met en place la prothèse. On va piéger avec de la résine, bien sûr. Protéger les puits avec du téflon ou un petit coton. Contrôler l'occlusion. Et voilà. Ensuite, eh bien, panoramique de contrôle. Et vous voyez que même dans des cas de résorption extrême où il n'y a pas de maxillaire, eh bien, on sort toujours vers la deuxième prémolaire, première molaire, à peu près toujours pareil. Donc ça, il faut vraiment être très vigilant. Et puis vers la canine également. Voilà le scanner de contrôle de cette patiente. C'est assez impressionnant comme image de voir ces deux implants dans le corps du zygoma, voire même dans l'arcade. Voilà la cicatrisation à 1 mois. Et on voit bien ici bien l'implant avec son pilier MUA et cette gencive qui reste finalement très propre. Pourquoi? Parce que ça glisse le long de cet implant. Et voilà la patiente en cours de réhabilitation, et je crois qu'elle a eu son bridge provisoire la semaine dernière, il faut que je la revoie d'ailleurs. Excuse-moi, Michael. Oui. J'ai une question concernant la répartition des implants. Tu as dit que l'implant antérieur, tu le plaçais au niveau de la canine. Ouais, j'essaye entre la latérale et la canine, plutôt en canin, mais Est-ce qu'il t'arrive d'aller chercher un petit peu plus de vent au niveau des latérales pour permettre une meilleure répartition entre les implants, pour avoir une meilleure biomécanique des forces? alors sincèrement, on essaye de se mettre dans la bosse canine comme j'expliquais, parce que biomécaniquement, c'est un pilier de la face. Et il n'est pas impossible de sortir au niveau de la latérale. Euh, Après, à partir du moment où je suis en canine et l'autre sur la deuxième prémolaire, ça laisse quasiment 1 cm, voire allez, 8 mm au moins d'écart entre nos deux implants. Donc, ça diminue le risque d'inflammation. Et puis ça va dépendre également de la résorption. Plus le maxillaire va être contracté et plus effectivement on va sortir sur les latérales, rarement sur les centrales. Mais ça va dépendre de la résorption finalement osseuse. J'ai une question aussi du docteur Antoine Monin, qui est une question sur la membrane de Schneider. Et il me demande si le dégagement de la membrane de Schneider est systématique. Alors, En d'autres termes, que penses-tu de préserver, ne pas préserver? Est-ce que c'est réalisable, la membrane de Schneider? sincèrement, et tu le sais aussi, Ludovic, puisque tu as une grande expérience sur cette technique, quand on peut le faire, quand on sait qu'on va avoir un implant qui est transsinusien de A à Z, c'est bien. Vous dire que j'arrive à chaque fois à être exclusivement sous-sinusien et ne pas perforer la membrane, c'est faux, c'est pas possible. Quand j'ai besoin de voir juste au niveau apical ma sortie, non, je ne vais pas forcément me décoller toute la membrane. En termes de complications, j'ai eu un patient, un ancien steward, qui avait déjà eu des communications bucco-sinusiennes et d'infection, qui m'a fait une petite sinusite qui a été résolutive. Mais j'ai tendance quand même, si c'est possible, à la décoller dès que c'est faisable, dès que je sens que j'ai un implant qui est Zaga 0, oui. Alors là, franchement, j'ai tendance à vouloir vraiment la récliner. Dans tous les cas, si tu l'abîmes, tu préfères l'éliminer complètement pour éviter de l'inclure avec ton implant dans le corps du zygoma? Alors, si je l'abîme, je vais l'exclure. Je vais faire une exclusion de la membrane, un peu comme dans les cranialisations et ce genre de choses. C'est-à-dire que je vais enlever toute la membrane pour que j'ai mon implant vraiment seul et qui ne soit pas recouvert par une espèce de résidu de membrane. Comme ça, une fois que j'ai fait ça, je suis sûr que quand elle va repousser, elle va repousser non pas en incluant l'implant, mais en le mettant en dehors de la repousse, la muqueuse ne va pas pousser sur l'implant, elle va pousser le long des parois osseuses. D'accord. Donc, voilà, j'ai tendance à faire une exclusion de la membrane, effectivement. Très bien, je te laisse continuer. Alors, un dernier petit cas, enfin, c'est pas vraiment le dernier, mais voilà, d'un patient qui a eu un trauma balistique, qui avait été reconstruit par mon ami, un excellent chirurgien maxillofacial, le docteur Mathieu Bandini, qui derrière avait refusé une reconstruction par l'embolie de fibula. On se rend compte qu'ici, en bouche, on a une communication bucco-nasale et bucco-sinusienne très importante, puisqu'on a une perte de substance orofaciale. On voit qu'il manque tout l'émi maxillaire. Et puis, on a une atrophie très importante du maxillaire droit.
chez une patiente d'une cinquantaine d'années. Donc là, l'idée était de pouvoir le réhabiliter. Ça a été une première, peut-être même une première mondiale, puisqu'on avait fait chez ce patient, on en a fait après la pose d'implants zygomatiques, la réalisation d'un lambeau libre antébrachial chinois pour fermer le trou et la mise en place de la prothèse provisoire. Chaque étape existe, mais tout en même temps, ça a été une des premières qui a été faite. En tout cas, en France, c'est sûr que c'est la première. Et puis mondial, on n'a pas retrouvé de publication qui fasse tout en un. Donc ici, l'idée était de fermer le trou, mettre les implants zygomatiques dans le même temps et mettre la prothèse. On l'a fait conjointement avec le docteur Mourad Benassarou pour la partie lambeau libre et le docteur Pomès pour la partie prothétique. Et bien sûr, tous nos internes que je salue, qui nous ont bien aidés et qui nous aident au quotidien. Donc le zygoma gauche est exposé, c'est ce qu'on voit ici. Là aussi, l'anatomie est un peu perturbée. Vous avez la muqueuse palatine ici et la communication bucco-nasale avec les cornets qu'on peut voir. Donc là, j'étais parti plutôt sur du zygex. Vous voyez à gauche que j'ai deux zygex qui sont complètement extra-sinusiens, extra-maxillaires, puisqu'il n'y a pas de maxillaire. Et vous avez deux zyganes qui sont classiquement donc, recouverts de muqueuse palatine, qui vont entrer, qui sont extra-sinusiens pour celui-là et intra-sinusiens pour celui-ci. Le corps lisse qu'on retrouve ici, mais on a la partie travaillante qui est intra-osseuse. Là, l'intérêt, c'est que je vais avoir à la fois mon zygane donc, qui travaille à l'apex et mon zygex qui est complètement lisse et dans lequel on va pouvoir mettre en place ce lambeau antébrachial. Pendant ce temps-là, le docteur Benassarou va prélever le lambeau antébrachial et nous, on va préparer, notamment le docteur Benjamin Pomès, va préparer la prothèse, donc pré-enduire les piliers, donc une étape de réhabilitation classique d'implant zygomatique. La différence ici, c'est qu'on n'a pas d'ancrage alvéolaire, donc on peut avoir un petit balancier de ces implants. Et puis, on va piéger la prothèse comme vous l'avez vu dans les différentes étapes, mettre en place la digue, mettre en place la résine, et voilà le bridge provisoire que Benjamin arrive à nous sortir. Et de l'autre côté, le docteur Benassarou nous prélève un embout libre avec une petite artère qui va être connectée au niveau du cou et qu'on va remettre en place en suturant à travers les piliers provisoires. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez les petits poils issus du lambeau antébrachial qui vont être mis en place. Ensuite, on suture avec le docteur Benassarou et on a donc les piliers provisoires avec les têtes d'implant qui sont là. Et puis, on va ensuite, le temps que la partie prothétique soit faite, dévisser ces porte-implants, ces vis de C4 sur les piliers méthionite et remettre en place la prothèse. Donc là, l'intérêt, c'est que le patient, avec une communication bucco-nasale, avec une balle obturatrice, il va sortir avec une prothèse, des dents et plus de communication bucco-nasale. La prothèse va être mise en place. On contrôle l'occlusion, on fait l'intervention. Voici le sourire du patient à 1 mois. Ce patient est en cours de réhabilitation également. Il sera suivi par mon ami, le docteur Albert Pinto, par la suite. Je me permets de t'interrompre, Michael. Je savais que tu allais apprécier ce cas. Oui. Si j'ai bien compris, les implants côté gauche, oui. Les zygex, ne sont pas en appui au niveau de leur col sur un support osseux rigide. Il n'y a aucun support osseux. Donc il y a une résilience du côté gauche par rapport au côté droit. Oui, oui, oui. Ils sont exclusivement intrazygomatiques. D'accord. D'accord. Et il n'y a pas un phénomène de fatigue qui risque de s'installer au fur et à mesure du port de la Alors, prothèse. c'est pour ça qu'on va faire un système. Alors là, pour le provisoire, c'est alimentation molle. Ensuite, on fera un système de barre contre barre avec une armature en métal sur mesure dans lequel viendra se clipper une prothèse. Donc, l'intérêt de faire un système de barre contre barre avec des locators, ça permet de rigidifier l'ensemble, de travailler comme un fixateur externe qui va lier ensemble tous les implants pour éviter d'avoir trop d'appui. Tu remarqueras également que ce patient n'a pas tout le calage molaire, donc on est assez safe et on lui a retiré sa prothèse le temps de la cicatrisation. D'accord. Allez-y. Voilà. Je continue ? Vas-y. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, les complications, rue de la littérature, je m'étais inspiré de la thèse du docteur Yona Israël, que je salue, qui avait fait une thèse remarquable sur les complications liées aux implants zygomatiques. Donc, voici toutes les complications qui ont été recensées. Les plus classiques connues, c'est la surinfection avec la sinusite maxillaire et les fractures de prothèses provisoires.
C'est ce qui a été le plus souvent, donc la sinusite dans 7% des cas, et fracture des dents prothétiques sur la prothèse provisoire dans 9% des cas. Les sinusites maxillaires vont se traiter soit avec un traitement médical, soit avec une méatotomie nécessitant l'intervention d'un ORL. Rarement la dépose d'un implant zygomatique. Je n'ai, en tout cas pour ma part, pas eu à gérer ce genre de problème, même si certains cas peuvent passer sur Paris. La fracture de la prothèse provisoire, bien, je vous ai montré que ça peut arriver, donc ça nécessite une réfection de prothèse, ça arrive pendant la phase de cicatrisation. Voici un cas d'une femme de 24 ans, j'aime bien parce que j'aime bien cette patiente, elle voulait que je marque 24 ans, alors je lui dis 24 ans, qui souhaitait une réhabilitation fixe, tendance à la bipro-alvéolie, une classe 3 squelettique, des dents non conservables au maxillaire, vous le verrez, un implant qui a déjà été posé avec un faible support osseux, également la mandibule, va falloir s'en occuper, et qui souhaite une réhabilitation fixe. On a très peu de support osseux, on a une proalvéolie qui est marquée avec une atrophie en secteur antérieur, vous voyez sur les coupes 61 à 68. Donc on a vraiment très peu d'os pour pouvoir même réaliser une technique de Holland-Ford. Donc naturellement, je lui ai proposé un quad zygoma. Elle est très coquette, donc elle voulait que ça se passe bien. Donc j'ai déposé le bridge, on avait une communication bucco-sinusienne de part et d'autre liée à la dépose des implants et la débauche du bridge. On est parti sur, donc, classiquement, comme vous avez vu, passage du premier forêt, rentrée dans le corps du zygoma, contrôle, mise en place de la premier implant, mise en place du deuxième implant, un implant zygane, la grande fenêtre sinusienne. De l'autre côté, eh bien, exactement pareil, la jauge de mesure qui est graduée ici, comme vous pouvez le voir, pour mesurer et pour bien vérifier donc qu'on est bien sorti du zygoma. Il faut vraiment vérifier, voir ce qu'on fait. On va contrôler l'axe de forage, l'axe de parallélisme des implants et puis l'axe prothétique via ce tournevis, comme vous l'avez vu. Et puis là, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, prothèse ensuite provisoire, squelettée en métal pour pouvoir renforcer. Vous voyez la profil d'émergence en molaire et en canine. Je pense que ça, c'est vraiment important de rétablir les poutres faciales. Tout se passait bien jusqu'au moment où mon correspondant m'appelle en me disant que l'implant en secteur 1, le plus distal, est mobile. Je dis, bon, c'est peut-être le pilier. Non, non, c'est vraiment l'implant qui est mobile. Donc là, malheureusement, j'ai dit à la patiente qu'on y retourne, que c'est triste et qu'on va essayer de rattraper le cas. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que la reprise a été finalement assez simple grâce à ces implants de faible diamètre et via leurs implants qui sont assez lisses. Donc je réouvre le site et puis on voit que finalement c'est assez propre par rapport à la réouverture. On voit qu'on n'a pas d'inflammation, on a un os qui est assez propre, on n'a pas d'accroche. Et puis vous voyez, cet implant, finalement il n'a pas pris, il tourne. Et c'est assez facile de le déposer. On va prendre une petite pince et on va tirer. Voilà l'implant qui est parfaitement propre, qui n'a pas d'inflammation. Et on a juste un défaut d'osto-intégration. Je pense que cet implant n'était pas très bien positionné de ma part. Donc j'ai pu le déposer et en reposer un au cours de la même séance, juste ici, et vous voyez le deuxième implant qui sort. On a un petit scanner de contrôle qui montre qu'on a une parfaite ostéo-intégration et mise en place de l'implant dans le corps du zygoma. Alors, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps, vous imaginez qu'il est forcément bien, sinon je ne vous montrerai pas. Voilà. La bridge définitive, et vous voyez avec ces implants qui finalement ne sont pas si palatins que ça. On a ici un palatin et puis ici on est très sur les faces occlusales. Un dernier cas que j'ai dû rattraper, c'est un patient qui a eu une réhabilitation par implant zygomatique par un confrère il y a moins de 3 ans et qui se présente avec des mucosites, de l'inflammation et une mobilité sur un implant. Donc un cas difficile, on en voit arriver de plus en plus. Je pense que Ludovic, toi aussi, tu dois en avoir un petit peu. Donc ce patient avec cette mucosite, on presse, on a une petite issue purulente. Et vous voyez, je vais vous montrer ce cas parce que c'est intéressant par rapport à la gamme Southern. En termes de réflexion, ça conforte en fait mon choix sur le choix de l'implant. Donc voilà un implant qui a été posé par un confrère avec un Holland-Ford mandibulaire. Et puis on voit qu'on a un porte-à-faux qui est très important. On voit que le premier implant est très antérieur, que le deuxième est quasiment en secteur canine, là aussi. On a un porte-à-faux qui est très important.
Ça me plaît pas trop parce que j'aime pas trop avoir un porte-à-faux très important comme ça. Voilà, lors de la dépose, je lui dis: «Écoutez monsieur, on va déposer cet implant sous anesthésie générale et puis j'irai surfacer les autres implants parce que ce sont des implants qui sont rugueux et j'irai surtout faire une implantoplastie comme le préconisent certains, implantologues pour essayer de rendre lisse cet implant». Alors voilà, au bloc, on a un petit implant qui bouge au niveau, du pilier et puis là, un implant qui bouge vraiment de façon très, très forte. Donc j'ai dit à mon aide: «Bah, vas-y tire et puis, ça va être simple, on va tirer cet implant, ce sera pas très compliqué à gérer» et puis voilà ma grande surprise, en tirant cet implant, bah, finalement, Je tiens. c'est un implant, il me dit: «Je tire», je dis: «Ouais, vas-y». Et là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'implant qui a cassé. Pourtant, à la radio, on ne voyait pas. Cet implant a fracturé du fait du porte-à-faux très important sur cet implant zygomatique. C'est un implant qui fait 4 millimètres de diamètre, un implant d'une marque très connue. Voilà la réouverture sur cet implant. On voit qu'on a bien ces spires qui sont très inflammatoires, très rugueuses. Euh, Malheureusement, force est de constater que quand c'est très rugueux et que c'est texturé sous la gencive, ça crée de l'inflammation. Et en plus, cet implant a cassé. Donc là, on est vraiment très embêté. Donc on décide de déposer. Heureusement, j'avais de la chance d'être dans l'axe. Donc avec une fraise fissure, j'ai fait le tour de cet implant. Il n'y a pas de ligament alvéolaire, donc j'ai essayé de le mobiliser un petit peu parce que l'apex, il est impossible à aller le chercher. Et comme j'avais l'idée de vouloir en reposer un autre, donc j'ai essayé tant que je peux. L'implant a fini par céder, donc j'ai réussi à le récupérer, mais avec un petit bout d'arcade zygomatique également. Donc là, c'est vraiment difficile. Et puis ensuite, on a fait une implantoplastie tout autour des autres implants. Voilà l'implant qui a été déposé, donc complètement, l'implant qui est fracturé au niveau des 2/3. Et puis ensuite, le reste qui est venu avec la fracture donc, de l'arcade ici. Donc heureusement pas de la pommette, sinon ça aurait eu des conséquences beaucoup plus néfastes. Et on voit que cet implant était parfaitement ostéo-intégré, mais il accrochait énormément les bactéries, énormément d'inflammation. De l'autre côté, on a ouvert, on voit cet implant qui est extra-sinusien et extra-maxillaire. Donc de principe, on est content, mais voilà l'inflammation. Vous voyez par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'implant souriant que j'ai dû déposer. Là, on a une véritable inflammation, un véritable dépôt de tissu granuleux. Donc, on a surfacé cet implant et puis on a reposé un autre implant zygomatique Zygane de l'autre côté. Alors, peut-être un Zygex aurait été plus adapté. Et pour nettoyer cet implant, on a essayé de le rendre le plus lisse possible. C'est pas si simple que ça sur des grandes longueurs. Là, il y a 15 millimètres d'implant à surfacer, donc ça fait beaucoup de dépôts. Et ce patient va beaucoup mieux. Il a eu ensuite, vous voyez le porte-à-faux, donc là ce bridge a été sectionné par Ruben Abou en correspondant sur ce cas. Et puis on va soit repartir sur une nouvelle pose, soit reconstruire cette perte de substance orofaciale par des greffons autologues. On a 2 beaux ramus qui nous tendent les bras et un sinus lift pour pouvoir essayer de remettre des implants standards. Et ici maintenant, on a remis un implant qui va sortir plutôt en première molaire pour pouvoir rétablir diminuer le porte-à-faux sur cet implant-là. Bien sûr, le bridge a été coupé ici, donc une reconstruction va être faite. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette conférence. Donc le quad zygomatique, si on résume un petit peu, l'avantage, c'est que ça permet une réhabilitation dans les 24 heures, d'avoir un patient qui repart avec le sourire, une demande fonctionnelle, c'est rapide, ça sert d'implant de secours, c'est vraiment intéressant donc pour des patients de plus de 65 ans. L'inconvénient, c'est que ça ne peut pas permettre de faire de compensation prothétique, on ne peut pas compenser le manque d'os. Le risque principal, la sinusite. Il n'y aura pas de correction esthétique du sourire et de la face. Et en cas d'échec ou de reprise, elle peut être difficile si l'implant est ostéo-intégré. Et je vous ai montré quelques cas pour vous montrer également que c'est possible, mais que à partir du moment où on s'engage dans ce traitement avec le patient, il faut être capable de pouvoir assumer également les complications. Le take-home message, c'est une atrophie maxillaire, c'est difficile à gérer, c'est dans les 3 dimensions de l'espace. L'arbre thérapeutique est à adapter à la situation et ce n'est pas le patient qu'on va cantonner à une technique parce qu'on maîtrise la technique. Le patient a un problème, en fonction de ses problèmes et de ses désirats, on va donner la technique qui est, à mon sens, la plus adaptée pour lui. C'est à réserver aux atrophies sévères,
et après échec de réhabilitation standard dans les cas de 5-6 ou dans les cas de traumatologie. Un petit peu de formation, mais le 23 mars, je vous invite à nous rejoindre pour une formation zygomatique avec Sauser. Le congrès à Toy le 20 mai, le zygomatique le 27 mai, la formation aux Horse Shoulders avec le LIS via Southern Implant et le coaching via Atrophy qui va venir très rapidement. J'espère que cette conférence vous a plu et puis je te redonne la main peut-être Ludovic. Eh bien, merci Michael, c'était vraiment très intéressant, très, très formateur, très didactique. Tu nous as passé en revue un petit peu tous les cas d'atrophie sévère, que ce soit des choses oncologiques, balistiques même il y a eu. Donc c'est intéressant de voir qu'avec ces implants zygomatiques, on arrive à résoudre quasiment tous les problèmes. Je ne sais pas, et ça va être une de mes questions, si parfois tu as dû dire non à un patient pour des raisons techniques d'atrophie vraiment ultra sévère. Alors, c'est très intéressant, très marrant comme question. Alors, la patiente très jeune, je lui ai dit non 3 fois. 3 fois dans le sens où elle a eu derrière des reconstructions par lambeaux libres qui ont eu un échec. Donc là, c'est elle qui m'a dit, voilà, même si ça tient que 10 ans ou 15 ans, laissez-moi passer un cap. Donc là, on est parti sur ce deal-là. Et je refuse quand, bien sûr, il y a des contre-indications médicales, comme on l'a vu. Et la semaine dernière, on m'a présenté un cas où il y a une hypoplasie sévère sur une fente des zygomatiques. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine. Là, c'est une reconstruction osseuse ou rien. Je le refuserai également chez les patients trop jeunes, en dessous de 45 ans ou de 50 ans, qui n'ont jamais eu de reconstruction d'un plan. Je vais essayer quand même de leur forcer la main, entre guillemets, pour les amener plutôt sur une première reconstruction avec des implants qui vont durer 15-20 ans et on les récupérera plus tard quand ils auront perdu leurs implants à 70-80. On pourra toujours leur proposer quelque chose. J'ai l'impression qu'on t'a perdu, Michael. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon, je t'entends. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Oui, Donc, peut-être, c'est le partage j'aurais d'écran, tendance, peut-être. ouais, Ça j'aurais va, ça tendance marche. à, un, commencer par les reconstruire et deux, leur proposer une deuxième chance plus tard. D'accord. Alors, j'ai quelques questions de nos auditeurs. J'ai tout d'abord une question de toujours Simon Torgeman qui me demande quels sont les risques avec le trou sous-orbitaire. Est-ce qu'il y a des risques irréversibles? En termes neurosensoriels, Oui, on a des petits hypoesthésies qui peuvent arriver. Très sincèrement, je décolle. J'aime pas trop décoller vers le cadre orbitaire. Je n'ai pas d'intérêt à aller là-bas. Moi, je vais vraiment me concentrer vers ça. C'est vrai qu'au début, enfin, en tout cas pour ma part, quand j'étais débutant, je voulais absolument tout voir le cadre orbitaire. Et souvent, avec les écarteurs, on pouvait avoir des hypoesthésies liées à un écarteur un petit peu agressif. Moi, je décolle plus trop vers le cadre orbitaire parce qu'on a tendance, une fois qu'on décolle, à vouloir aller là-bas alors que c'est pas du tout le chemin. Je sais pas pour toi, Ludovic. Alors, moi j'aime bien voir, donc j'y vais quand même. J'y vais quand même, mais je suis extrêmement vigilant avec mes assistantes sur le positionnement des écarteurs. Bon, parce que c'est vite fait de faire grosse bêtise, surtout que les assistantes, elles écartent le plus possible pour qu'on puisse voir, et c'est pas toujours la bonne chose à faire. Allô? Oui, 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 très je bien. m'entends. J'ai une question d'Antoine Monin aussi, donc, qui voudra avoir des précisions sur le choix de la hauteur des piliers multi-units. Est-ce que tu préfères prendre des faibles hauteurs ou des hauteurs Tout va plus dépendre déjà, importantes? comme toujours, tout va dépendre de la hauteur de la gencive, de l'épaisseur de la gencive, parce qu'on est sur une mise en charge immédiate, il y a de l'œdème, il faut quand même que le correspondant, ou si c'est moi qui l'a fait, puisse avoir accès après au fauteuil à la partie prothétique. Et puis, tout va dépendre également de l'épaisseur et de la dimension verticale. Si on a une dimension verticale ou une épaisseur de prothèse qui est très fine, si on prend des piliers trop hauts, eh bien, on ne pourra pas coller. On ne pourra pas coller notre résine et on n'y arrivera pas.
Donc, c'est important vraiment d'adapter en fonction de la quantité de faux gencives, de l'épaisseur de la résine, de la quantité de gencives qu'on a et de l'œdème qui va se passer. Donc, vraiment, j'adapte. Et l'intérêt aussi que j'aime bien avec Southern par rapport à d'autres marques qui ont soit 3 mm, soit 5 mm, on a quand même du 1,5, du 2, du 3, du 5, du 7. Donc, on est très confort pour ça. Oui, alors moi, à mon niveau, j'ai toujours tendance à mettre des piliers multi-units relativement petits en hauteur pour avoir mon départ de prothèse relativement sous-gencive afin de pouvoir mieux travailler mon intrado de prothèse, Ok, pour ne supprimer toute convexité, toute concavité et n'avoir que des convexités. d'accord. Pas Voilà trop comment gêné pour la je le pratique. réinsertion. C'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. J'aime bien être assez tranquille après l'intervention, c'est-à-dire que, voilà, quitte à les changer plus tard, mais au moins, Quitte à voilà. échanger plus tard, oui. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai encore une question qui est récurrente dans le domaine de l'implantologie zygomatique. Donc, c'est Simon qui nous la pose. Peut-on imaginer une chirurgie guidée totalement un jour? Alors, il y a l'équipe d'Amiens là qui commence à faire de la chirurgie guidée robotisée, qui est en fait pas guidée, qui est naviguée et robotisée. Alors, c'est très bien. Seul problème, je pense, et je pense qu'ils vont s'y mettre, c'est l'irrigation. Comment irriguer en chirurgie robotisée? En chirurgie guidée, oui, mais ça nécessite quand même des grands dispositifs puisque le décollement est important. Mais le décollement est important pour aller aux zygomatiques, mais le décollement pour placer le guide, qui est souvent plus large que ce qu'on a à faire. Donc ça fait d'autant plus. Et puis il faut qu'il ait une contre-dépouille très importante pour pouvoir s'insérer. Donc c'est-à-dire désinsérer tout le masséter, remonter derrière dans la fosse infratemporale, se mettre un petit taquet pour être bien calé sur le cadre orbitaire. Donc finalement, comme toujours la chirurgie guidée, ben, c'est sympa, mais quand on y est, on se dit, ouais, quand on est en appui osseux, je parle, c'est plutôt très encombrant. Et si on n'est pas en appui osseux, on est en appui muqueux, se posera le problème du contrôle du fourrage, du contrôle de l'enfouissement et de l'irrigation. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on a encore de quelques temps à travailler en visuel avec l'anatomie. La navigation peut être intéressante. Bon, quand même, là, je pense qu'il faut y aller. Faut voir, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, oui, c'est pas pour maintenant. Et on a encore de beaux jours devant nous à utiliser notre, comment pourrait-on dire, notre Savoir-faire. savoir-faire chirurgical. Alors, moi, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé en tout début de ta présentation de nasal lift. Ouais. J'ai un ami italien qui s'appelle Antonio Olivo, je ne sais pas si tu le connais, qui fait partie de notre équipe des Aga Center, et qui, lui, essaye de reculer au maximum la réalisation des quadzygots en faisant des bizygots et en mettant des implants classiques devant, en faisant des nasal lifts. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Je pense que alors, c'est mon parti pris et c'est que ma vision, Ludovic. Mais à partir du moment où on va partir sur une chirurgie de zygomatique, on va partir sur une atrophie qui est extrême, j'aime bien laisser le maximum de chance au patient. C'est-à-dire que le patient, il aime bien se faire opérer une fois, pourquoi pas. 2 fois, il commence à tirer la tête. 3 fois, ça va faire beaucoup. La première fois, il faut que les implants, si on fait du bizygo et puis de l'antérieur, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si on perd les implants, bah, ça fait une deuxième intervention. Et puis ensuite, il y aura la troisième intervention à poser l'autre zygomatique. Et souvent, quand on met les zygomatiques et l'hybride devant, on a tendance à le mettre au milieu du zygoma et on est un peu perturbé et on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir s'en remettre. Donc, à partir du moment où j'ai pas beaucoup d'épaisseur, euh, la réalité, c'est comment peut-on faire un hybride zygomatique alors qu'on aurait pu très probablement faire un Hollenfort. La question, c'est pourquoi aller chercher les sinus alors que très probablement on aurait pu angulé. Donc la question, c'est est-ce que c'est une vraie indication de zygomatique ou finalement c'est un Hollenfort qu'on n'a pas voulu faire? Peut-être, peut-être. Parce que si on a de l'os pour poser des implants en secteur jusqu'au canine prémolaire, on pourrait faire autre chose, du nasalus. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que quand on réalise des bizygots, donc zygomatique postérieure et implant standard devant,
il faut absolument poser l'implant postérieur, les implants zygomatiques postérieurs, comme si un jour, on sera peut-être amené à faire un quad zygo, donc les mettre le plus en arrière possible, Ouais. pour ne pas prendre le milieu du corps du zygoma, Ouais. Et on a ce qui nous tendance à empêcherait de vouloir- pouvoir mettre les zygots antérieurs. Complètement d'accord. Je suis d'accord. Autre question, quand tu as des extractions à faire, est-ce que tu fais les extractions et que tu temporises pour poser tes zygomatiques après, tes implants zygomatiques après, ou est-ce que tu fais tout en même temps? En même temps que Sincèrement, les extractions? je fais tout en même temps, très sincèrement. Tout en même temps. J'ai- Je me suis... C'est pour ça que je les mets un petit peu très palatin, comme je vous ai montré en canine, parce que j'ai peur de la résorption de l'os alvéolaire en post-extractionnel. Donc j'ai tendance à me mettre vraiment en palatin, puisque l'os alvéolaire va se résorber, mais l'os palatin, en général, il reste là. Mhm. Tu C'est n'as un pas petit- peur d'avoir de communication bucco-synusienne? Euh, Ben, en fait, elles arrivent en pérops, hein, donc bah, ça va être à juger si j'ai un gros kyste ou si j'ai ce truc. Je vais d'abord temporiser, effectivement, ce sera du cas par cas, mais si c'est une paro terminale, non, je sais pas. Effectivement, ce sera adapté au cas par cas. D'accord. Autre question, donc quand tu fores, tu vas transfixer le zygoma, faire dépasser ton foret pour le voir Mhm. apparaître. Est-ce que quand tu poses l'implant, tu le fais dépasser aussi? Moi, j'ai tendance à ne plus le faire dépasser maintenant. Je veux le voir. Je veux le voir sur au moins 1 ou 2 millimètres. Mhm. J'ai tendance à vouloir le voir, comme je vous ai montré. Euh, Tout dépend également des reliefs tégumentaires du patient. S'il est très très cachectique, non. J'essaierai d'être affleuré, mais j'ai besoin de voir cet implant. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est en intrasinusien, on peut avoir un implant qui finalement n'est pas ancré. On a un ancrage, comme l'implant est plus large sur le corps et au niveau cristal, avoir l'impression d'être dans un ancrage et finalement on est dans l'os alvéolaire qui va se résorber. Mais j'aime bien le voir quand même visuellement. Et D'accord, ça m'arrive de démonter, de redévisser pour vraiment me remettre bien dans l'axe qu'on avait déterminé. d'accord. Pourquoi toi tu l'enfouis pas? Tu Moi, le... au début, je faisais dépasser de 1 millimètre à peu près, et maintenant, je veux juste le voir, mais pas Voilà. dépasser, à fleur. Je Ouais. veux à la rigueur passer une petite sonde et une petite curette et le sentir me dépasser, mais sans qu'il dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais Ouais. pas pour de raisons particulières ou... Bon, parce que je me dis toujours qu'il peut y avoir peut-être une irritation à ce niveau-là et que ça peut ensuite provoquer des problèmes qui peuvent se Oui, bien répercuter au sûr. niveau esthétique. On ne sait jamais, une fistule, quelque chose comme ça. Ah, À oui, la peau, ça c'est serait plus embêtant. embêtant. C'est embêtant. Écoute, je vois que j'ai encore une autre question sur les implants ostéo-intégrés. Si on est amené à enlever un implant zygomatique, tu en as parlé tout à l'heure, qui était intégré mécaniquement, hein, c'était en opératoire, mais j'ai une question de savoir comment fait-on pour enlever un implant ostéo-intégré? Ah bah là, j'en ai montré hein, tout à l'heure. Hmm, c'est une Donc, question. bah, soit on fraise, et puis après, moi j'ai tendance à vouloir le couper Hmm. pour aller sortir la plus grosse partie. Après, on a des très fines, même chez Southern, qui font 20 à 25 millimètres, et puis on peut aller au trépan chercher la petite carotte implantaire qui reste. C'est comme Et ça que je fais. tu as déjà utilisé les Treffin Southern? Non, j'ai vu qu'elles existaient après coup, donc j'ai été content de savoir que ça existe. Ouais. Ouais, il faut espérer ne jamais en avoir besoin. Non, non c'est clair. Alors, j'ai encore quelques questions. Tu as encore un petit peu de temps à me Oui, oui, consacrer. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, les suites post-opératoires, quel est ton suivi? je vois toujours mes patients après des greffes ou des sinus ou des appositions ou des zygomatiques à 1 semaine, 2 semaines et 1 mois. Je ne déroge jamais à cette règle. L'œdème, plus que la gêne. Hypoesthésie
pas impossible la première semaine, qui est résolutif avant la fin du traitement, c'est-à-dire avant les 3 mois. C'est la plupart des complications, des suites post-opératoires. C'est plutôt de l'œdème, pas trop de douleur. Pas trop de douleur. C'est vrai qu'ils n'ont pas mal. J'ai pas ces suites-là. C'est de l'œdème. C'est de la gêne. J'ai quand même l'impression qu'ils sont tellement contents de retrouver des dents, tellement Oui. contents de pouvoir remastiquer, ressourire, que même s'ils ont mal, ils ont pas mal. Ouais, et je pense que l'œdème aussi est dissipé par les sinus, que tout passe dans les sinus. Ah d'accord. Mhm. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a moins d'œdème que quand on fait certaines chirurgies de comblement ou de greffe. Parce que je pense que toute la partie œdématique, toute la partie ecchymose passe plus dans les sinus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que finalement ils sont moins marqués que certaines chirurgies où on se dit mais tiens c'est bizarre quoi. Je fais 4 dents de sagesse, il sort comme un hamster, j'ai fait 4 zygomatiques, c'est rien passé. Ah, je trouve que cette intervention, même sur des quads, a des répercussions moins importantes sur les patients. Ils s'en plaignent moins que des reconstructions osseuses transversales et verticales. Rien à voir. Rien à voir. D'accord. Et après, j'utilise du sérum glacé quand j'opère, qui est un Mhm. petit tips parce que ça permet de faire de la cryothérapie en péropératoire et de diminuer le saignement également. Ça, un effet vasoconstricteur, de refroidissement sur un truc qu'on n'arrive pas bien à irriguer. Donc, le sérum glacé est très intéressant à ce moment-là, je trouve. Voilà, Très bien. Très bien. petit tips. Question de Mehdi Hadj, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Oh, il a sauté. Comment tu gères les correspondants quand tu leur annonces que tu vas poser des zygos? Est-ce que ils sont contents à l'idée de travailler sur des implants Bon, zygomatiques ou est-ce qu'ils ont peur? la, la réalité, c'est qu'ils connaissent mon activité. Si j'indique un zygo, c'est que vraiment je peux rien faire d'autre, ou que c'est plus adapté. On fait un courrier, on s'appelle. Et puis la réalité pour le correspondant qui fait de la prothèse, parce que en général ils veulent faire la prothèse sur ces patients, c'est la gestion de 4 piliers multi-unités. Hein. Donc Bien sûr. c'est encore plus simple qu'avant en fait finalement sur le plan prothétique. Il n'y a pas 6 ou 8 implants avec des axes différents, il y a 4 implants multi-unités à poser, c'est au milieu, c'est pas trop difficile, c'est assez antérieur pour pas avoir à galérer avec le tournevis tout au fond de la bouche. Non, franchement, ils sont plutôt très contents et après, ils en redemandent bizarrement. Alors, je leur dis non, non, ça, c'est pas une indication. Et moi, j'ai eu une fois un de mes correspondants qui m'a appelé, il faisait des empreintes et il me dit, Ludovic, je t'appelle parce que j'ai un zigot qui bouge. Alors je lui dis, t'es sûr? Je lui dis, bah, écoute, tu vas prendre un tournevis pour multi-unit et puis tu vas serrer à 35 newtons et tu vas me dire si le patient a mal et si ça bouge, si ça change d'orientation. Oui, c'est ça. Et en fait, bien sûr, ça n'a pas changé d'orientation. Et en fait, l'implant bougeait à cause de la flexion de l'implant. C'était un Ouais, zigot antérieur, donc c'était un quad. Et donc ces implants ont une certaine flexion, même s'ils appuient sur l'os, surtout quand ils sont extra-sinusiens. ouais. Donc je pense que Extra-alvéolaire. ouais, il faut et extra-alvéolaires, oui, effectivement. Donc il faut les rassurer là-dessus. Je suis assez d'accord. Hein. Alors, une question de Christian Mollet, hein, qui me demande, parce qu'il a vu un cas, je pense, au milieu de ta conférence, donc chirurgie complexe et très exposante, et il avait noté que l'état mandibulaire était assez délabré, avec des Oui, soins dentaires qui étaient peut-être un peu oui, oui. approximatifs. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des problèmes avec ça? Alors, il a raison. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est souvent des patients à qui il faut faire passer un cap. Donc, Mhm. cette petite dame très coquette, là, avec des dents mandibulaires qui ont par la suite été enlevées, au départ, elle n'acceptait pas déjà qu'on lui enlève des dents, elle avait très peur du sourire. Non, faut essayer d'éradiquer les foyers infectieux. Donc, s'il y a un abcès ou que ça bouge, bien sûr, on les enlève. Si c'est assez stable, eh bien, les zygomatiques, c'est quand même une étape, il faut essayer de leur faire passer un cap. Mhm. Forcément, de dire, ouais, j'enlève tout, je braque tout et tout ça, bah, si on peut le faire et que les patients acceptent, c'est bien, mais en général, c'est déjà. En fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Ludovic, mais quand ils ont des dents, ils acceptent moins que quand ils sont édentés porteurs de prothèses et qu'ils galèrent. Quand ils ont des dents, ils ne galèrent pas. Donc, quand on vient leur dire, bah, on va tout enlever, mettre des zygomatiques, même s'ils sont un peu au parfum, c'est un cap.
Alors que quand ils galèrent ou qu'ils ont une prothèse qui est mal adaptée, qui n'a pas une bonne sustentation, une rétention, ils sont contents quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, j'ai plus de patients qui me disent ah bah, zozote un peu, machin, parce qu'ils avaient des dents et qui sont passés de dents à prothèse fixe, ils ne sont pas, jamais passés par l'amovible. C'est plutôt ceux-là qui m'embêtent que les patients qui sont porteurs de prothèses amovibles ou qui avaient un appareil qui était mal réglé. Eux sont forcément contents. À chaque fois, j'ai jamais de reprise chez eux. Moi, leur principale doléance, quand on passe d'une personne avec un complet à une personne avec une prothèse transvissée sur quadrigo, avec la langue, ils sentent le changement de texture même s'il n'y a pas d'hiatus, entre leur palais, leur gencive et la prothèse. Alors qu'avant, avec le faux palais, ben, il n'y a pas de transition. Ouais. Donc souvent, ils disent, est-ce que je vais m'y habituer? Moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez, la boîte à langue, elle a changé d'habitation. Elle était dans un 3 pièces, puis là, on lui a mis dans un 2 pièces, et puis après, avec le provisoire, finalement, il y aura 2 pièces et demie. Et donc, oui, vous allez vous habituer. Il y aura une petite temps d'adaptation. Sincèrement, passer la période des 6 mois, une fois qu'ils ont bien porté leur appareil, j'ai pas trop de retour sur ça. Ok. J'ai une dernière question de Dr Amin Abbas qui me demande, tout à l'heure tu parlais du positionnement plutôt palatin au niveau de ton émergence des implants zygomatiques. Et donc il me demande si ce n'était pas trop risqué de les positionner plus crestaux lorsqu'il y a des extractions et éventuellement si on les positionne plus au niveau crestal, donc plutôt crestal que palatin, ne pas essayer de faire une ROG. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu fais des ROG, enfin des comblements osseux, des reconstructions osseuses sur des zigots? Chaque jour suffit sa peine. Je crois que la réponse est assez claire. D'accord. Un seul miracle à la fois. Ouais. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'en ai une petite dernière sur la boule de Bichat. Donc, la boule de Bichat, tu ne l'utilises pas systématiquement, j'ai bien compris. Euh, est-ce qu'on peut la tirer aussi loin qu'on veut sans avoir de risque neurologique? Oui. Alors, tout dépend si elle est globuleuse, si elle est en multiloculaire, uniloculaire, ça va dépendre des patients. Je trouve que c'est une erreur, souvent, sur les présentations de zygomatiques, je vois souvent, et c'est très impressionnant, surtout pour l'auditoire, on prend les deux bichats, on les met, on fait passer au-dessus, en dessous, et tout le monde dit waouh, c'est se tuer la gestion de la complication qui va venir dans les 5 à 10 ans, à savoir une mucosite et une communication mucosidienne. C'est-à-dire que la personne a tué comment gérer mon problème, alors que pour avoir une belle image, parce que ça sera sûr de couvrir le sinus, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la muqueuse qui est parfaitement intègre, quand vous faites des sinus types, vous ne mettez pas la boule de Bichat à chaque fois par-dessus, non? Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de perte cristal, s'il n'y a pas de communication mucosidienne, je ne l'utilise pas. J'attendrai d'utiliser plus tard, quand j'aurai un problème. Tout à fait. C'est l'atout. Bah, voilà. Et on peut la tirer, oui, on peut la tirer pour des personnes un peu joufflues et ça, on peut jusqu'à la centrale. Aucun souci. Centrale du côté opposé? Homolatéral, ouais. Ouais, très bien. Bah, écoute, je crois que on a tout vu. Je ne vois plus de questions de notre auditoire. Je pense qu'on va pouvoir repasser la parole à Emmanuel, peut-être. Encore un grand merci, Emmanuel, pour cette Merci, Ludovic. présentation très intéressante. Tu nous as tenu en haleine là, pendant maintenant 1h30. 1h30, 1h40 presque. Hein, et personnellement, j'ai passé une super soirée. Bon, moi aussi. Ouais, merci beaucoup à toi, Mickaël, pour ce partage d'expérience où on a vu effectivement des cas globaux de réhabilitation extrême. Et ça me permet de revenir effectivement sur cette envie de démocratisation que nous avons tous ensemble des zygomatiques, donc maintenant qui est une technique qui est décrite depuis plus de 30 ans et qui aujourd'hui prend tout son sens quand on voit le nombre d'édentés complets en France
et malheureusement à venir sur les récidives de cas de Holland-Fort qui ont été traités, et qu'il est fort probable que nous soyons obligés de passer par l'étape des zygomatiques. Donc c'est pour ça que nous engageons beaucoup d'énergie, notamment cette année, hein, par de la formation qui va débuter, comme tu l'as dit tout à l'heure, le 25 mars, sur une première session de formation zygomatique, un congrès qui aura lieu le 27 mai à Paris, où pour le coup, nous aurons différents intervenants avec différentes approches du traitement atrophique complexe. Et on aura aussi peut-être l'occasion de voir l'équipe d'Amiens proposer leurs travaux sur la chirurgie robotisée, puisque c'était une question du docteur Torgeman tout à l'heure, qui pourront présenter leurs travaux et nous faire comprendre s'il y a un intérêt comparativement à la chirurgie traditionnelle. Donc, c'est bien de voir différentes approches. Donc, merci encore pour ce temps passé ensemble, toujours cette énergie pour essayer d'apporter encore toujours des techniques assez novatrices et de continuer à avancer dans une recherche d'optimisation dans la gestion des patients. Merci à tous, voilà, de vous être connectés ce soir. Nous mettrons très rapidement ce webinaire en replay. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez participer à des formations vraiment spécifiques et individualisées, je vous engage à revenir vers mes équipes et pour qu'on puisse prendre date avec nos différents experts pour vous accompagner effectivement dans cette démarche de prise en charge des patients. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Merci encore. Bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas le prochain webinaire justement du docteur Danglo qui aura lieu le 3 février et justement qui reviendra en partie sur cette approche-là des traitements spécifiques et notamment comment aujourd'hui, avec des approches et des implants spécifiques, pouvoir faire des traitements accélérés aujourd'hui. Dans cette période de crise sanitaire, on a besoin de donner aux patients des réponses assez rapidement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Mais bien sûr. Je ne sais pas si Graham est à l'écoute ou s'il est toujours. Non, il est parti. Il était là avec nous en début de conférence. D'ailleurs, il vous félicite. Gentil. Michael aussi pour l'iconographie. Non, et je pense que j'aurai l'occasion, parce que je descends en Afrique du Sud la semaine prochaine, de rediscuter un petit peu de tout ça avec lui. Super. Merci Emmanuel. Merci Je vous en prie. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Une excellente soirée à tous. Ouais. À bientôt. Au revoir. Salut.